Docteur Bandé Moustapha qui est là. Est-ce qu'il peut confirmer qu'il est là? Docteur Bandé? Alors, en attendant que le docteur Bandé se connecte rapidement, on aura une toute petite pause, juste quelques minutes. Voilà, merci.
Bonjour, j'espère que le docteur Bandé est là. Je pense que j'ai vu. Bonjour. Merci pour le café. Oui, bonjour, docteur Bandé. Je trouve que vous êtes très occupé aujourd'hui. Donc, on va vous donner la parole pour que vous rapide, Est-ce que vous vous commencez m'entendez? directement. Oui, on vous entend bien. Donc, on va vous donner la parole pour que vous puissiez commencer directement, pour qu'on puisse profiter au maximum du temps que vous avez. Donc, docteur Bandé, vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend très bien. Il y a des échos en tout cas, mais bon, anyway, on va commencer. Merci à tous et à toutes d'être là pour ce séminaire et puis de m'avoir donné l'occasion aussi de donner un talk. C'est toujours un plaisir de partager ses connaissances et ses expériences dans ce genre de séminaire-là aussi pour apprendre. Hein. C'est pas juste pour donner, mais c'est pour aussi apprendre, interagir avec les autres. C'est ça qui est important là. C'est pas juste donner de l'information aux uns aux autres, mais c'est aussi de discuter sur des sujets qui sont importants. C'est un sujet très très important et puis c'est un sujet d'actualité euh, de nos jours là parce que on va rentrer plus tard dans le vif du sujet, mais c'est sûr que au 21e siècle, surtout depuis l'année passée, depuis 2022, avec l'émergence de tout ce qui est generative AI, on se retrouve confronté donc à ces outils qui vont très très rapidement, à ces technologies qui vont très très rapidement par rapport à l'être humain et puis les gens doivent s'adapter. L'étudiant du 21e siècle doit s'adapter, sinon il risque d'être laissé de côté, puisque de toute façon, on étudie pour travailler, pour avoir des compétences. Et ces compétences doivent servir à quelque chose plus tard. Et cette chose plus tard sera faite majoritairement par l'AI, l'IA. Donc, c'est vraiment d'actualité. Et puis, quand Dr Kafando m'a sollicité, ce thème particulier m'a un peu tiqué. J'ai dit, ben, je vais essayer de donner un talk sur ce thème-là. En tout cas, comme vous le savez déjà, je m'appelle Moustapha Bandé et puis en tout cas, je suis aux États-Unis à Boston et je suis directeur de l'architecture des données d'une entreprise d'assurance. En fait, ça c'est le plan. J'ai mis les slides en anglais, mais c'est pas important. On va discuter en français. Je m'y connais bien en français, c'est pas de problème. Mais c'est plus facile pour moi d'écrire des slides en anglais en fait.
dans l'intro, je vais faire une petite introduction donc sur le thème, comme je l'ai déjà fait là, c'était une introduction pour vous amener dans le thème, dans le vif du sujet, mais euh, je vais parler aussi des compétences, comment développer les compétences, quelques concepts liés au développement de compétences. Ensuite, je ne sais pas, est-ce que j'ai partagé mon écran? Je pense que non, hein. Excusez-moi, je vais Non, partager pas mon encore. écran. Je vais partager mon écran, désolé. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit bien. Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, comme je le disais, le thème, c'est le rôle de l'IA dans le développement des compétences de l'étudiant du XXIe siècle. C'est un sujet d'actualité. Je vais aller très rapidement. Je ne suis pas assez de temps avec le retard qu'on a accusé par rapport à la coupure d'électricité. Personne n'est responsable, donc on fait avec. Euh, euh, le, le, le plan de mon talk, c'est en fait, je vais commencer par donner quelques concepts sur ce que les gens pensent quand développement de compétences. Dans dans un deuxième temps, je vais parler de l'impact que l'intelligence artificielle a sur donc, le développement des compétences. Ensuite, je vais vous donner quelques outils. Je n'ai pas dit tous les outils, mais quelques outils, juste les outils phares du moment, ce qui aide donc à l'apprentissage et autres. Ensuite, comme tout, comme tout outil d'IA, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Puis, je vais quand même donner quelques inquiétudes des uns et des autres, surtout dans le domaine académique, dans le monde académique, euh, inquiétudes sur ce plan-là. Et puis, on va terminer par une conclusion. Si on a un peu de temps après, on prendra la question. Ou si vous voulez d'une façon interactive aussi, vous pouvez m'arrêter et poser vos questions. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est comme vous voulez. Euh, comme tout concept, hein, avant de parler, il faut toujours donner quelques petites définitions, mais je sais que c'est la semaine de l'IA, et puis vous avez peut-être eu d'autres présentations, et puis bon, vous avez quand même entendu parler de l'intelligence artificielle comme étant des outils très, très avancés, incluant l'apprentissage machine qui permettent donc d'interpréter un certain nombre d'événements et d'automatiser un certain nombre de décisions et puis apprendre et euh, donner après un certain nombre de résultats. Pas 100% fiable, mais au moins on a atteint un certain degré ou un certain pourcentage de fiabilité qui font de ces outils-là des outils incontournables aujourd'hui ou cette science-là une science incontournable aujourd'hui. Euh, pour ce qui concerne l'éducation, puisqu'on parle là de l'IA, on parle de l'étudiant. L'étudiant, on ne peut pas détacher l'étudiant de, de l'éducation, parce que ça va de pair, puisqu'on apprend à l'école, on apprend à l'université jusqu'à ce qu'on finisse. Même après, on apprend, donc on développe ses compétences. Donc, il y a un poète ou prix Nobel, William, qui avait dit l'éducation, ce n'est pas de remplir un seau d'eau, c'est en fait d'allumer une lumière ou d'allumer un feu. C'est-à-dire que ici, on n'essaie pas de bourrer l'étudiant de connaissances, mais on essaie de lui donner, de lui faire voir la lumière, pour lui permettre de clore, pour lui permettre pour lui permettre d'avoir lui-même son degré d'innovation, son degré de connaissance, son degré de régénération
de connaissances. C'est ça, mais les gens ne sont même pas d'accord sur qui a dit ça, mais c'est pas ça l'important. Mais les gens sont d'accord avec quand même la citation. C'est-à-dire que les gens sont d'accord que pour que l'étudiant ou l'élève, ou en tout cas, apprenne, il ne faut pas lui bourrer des connaissances. Il faut lui donner, il faut que l'enseignant lui donne cette lueur, lui ouvre cette lueur de lumière qui lui permette de lui-même acquérir des compétences. Donc, partant de ces petits concepts-là, je vais aller rapidement dans le développement des compétences. Quels sont de nos jours au XXIe siècle, qu'est-ce qui est compétence critique que l'étudiant doit avoir? Parce que on prépare l'étudiant à un futur marché, à une future prise de décision, si vous voulez, si on y va plus loin. Les compétences critiques ici, c'est d'avoir une pensée critique. Ça, c'est une des compétences majeures. C'est la collaboration. Avoir une pensée critique, ça veut dire donc qu'il est capable lui-même, après de lire quelque chose ou d'avoir une pensée critique sur un événement ou en tout cas sur des données. La collaboration, parce qu'aujourd'hui, oui, on peut faire le travail seul, mais le monde de demain, le monde de travail d'aujourd'hui ou de demain, c'est le maître mot ici, c'est la collaboration. Ensuite, l'agilité, l'adaptabilité. L'adaptabilité, ça veut dire qu'il faut s'adapter à des nouvelles technologies, il faut s'adapter à de nouveaux environnements culturels, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut aussi avoir la curiosité et l'imagination. Donc ça, c'est des compétences critiques qu'on doit avoir. On verra plus tard si IA permet de répondre à ces compétences critiques-là. On le verra plus tard, mais déjà, on balise un peu le terrain en disant l'étudiant du XXIe siècle doit avoir un certain nombre de compétences critiques, comme l'initiative et l'innovation. Parce que la compétition est très, très rude actuellement, et plus rude encore pour les générations futures. Ça fait qu'il faut avoir de l'initiative, il faut avoir de l'innovation pour être parmi les meilleurs. Aussi, il faut avoir une capacité d'influencer. Qui dit capacité d'influencer par l'oralité et aussi même la communication écrite. Donc tout ça, ça permet d'être un leader demain, ou en tout cas, le mot leader, on l'emploie à tort et à travers, mais ça permet d'avoir cette emprise, ou en tout cas de diriger de par sa pensée un certain nombre de projets ou un certain nombre de personnes. Je vais aller un peu plus loin en disant maintenant qu'est-ce que l'IA peut apporter donc dans le domaine de l'éducation, ou qu'est-ce que l'IA peut apporter comme support à l'acquisition de ces compétences critiques du XXIe siècle, ou de ces compétences critiques de nos siècles. L'IA peut amener l'automatisation d'un certain nombre d'activités dans l'éducation. Donc, on n'est pas obligé, par exemple, la notation et autres. Toutes les activités basiques, on doit pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir les faire de façon automatique. Ça permet à l'étudiant, ou ça permet à l'enseignant lui-même de se focaliser sur l'innovation, de se focaliser sur des domaines où on demande plus de réflexion humaine. Parce que beaucoup de temps, même les enseignants de nos jours, ils passent beaucoup de temps à noter les étudiants, ils passent beaucoup de temps à préparer leurs cours, ils passent beaucoup de temps à faire des réunions aussi administratives. Toutes ces activités basiques-là peuvent être automatisées par l'aide de l'intelligence artificielle. Aussi,
On a aussi le deuxième point, c'est ils appellent ça adapted educational software, adapter les logiciels d'éducation aux besoins des étudiants. C'est-à-dire que de par, comme le fait Google dans vos recherches, Google utilise AI, hein, tout le monde utilise AI. Google utilise AI dans vos recherches pour pouvoir personnaliser vos recherches de par votre localisation du moins. Amazon aussi fait pareil de par vos recherches pour vous recommander un certain nombre de produits. C'est la même chose que dans le domaine de l'éducation. On doit pouvoir personnaliser les besoins d'un étudiant. Par exemple, il y a des étudiants dans une classe qui s'ennuient parce que on donne un contenu qui ne les intéresse pas. Donc, en fonction de toutes les données que on peut avoir pour récolter auprès des institutions académiques ou en tout cas sur un certain nombre d'étudiants, on peut personnaliser donc facilement les curricula d'un certain nombre d'étudiants pour leur permettre de percer dans leur domaine de prédilection. L'autre point, c'est l'IA peut aussi aider les étudiants, les enseignants du moins, à améliorer leurs cours. C'est-à-dire que l'IA peut détecter un certain nombre de points des points d'amélioration dans les différents cours des professeurs pour leur permettre de se focaliser sur l'essentiel. Tous ces outils-là, ça existe sur le marché. On va revenir sur les outils majeurs, là, mais il y a tellement d'outils que tout ça, c'est d'actualité. AI tutor, mais ça veut dire que pour les étudiants, on va même plus loin pour dire qu'on peut avoir des répétiteurs ou des tuteurs qui les permettent, des tuteurs AI qui les permettent d'améliorer leur apprentissage. Ça, c'est faisable, mais de plus en plus. Aussi, le feedback entre étudiants et enseignants. On peut avoir, et ça peut permettre de donner les feedbacks entre enseignants et étudiants pour améliorer la relation étudiant-enseignant. Donc, de façon générale, IA peut aider à personnaliser l'éducation. Comme je le disais tantôt, il y en a qui s'ennuient parce que tout ce qu'on raconte, leur niveau est plus que ça ou c'est pas ce qui les intéresse. Donc, on peut personnaliser l'éducation avec ça et puis aussi éviter les gens qui sont, les étudiants qui sont un peu plus, les étudiants qui sont un peu moins, qui n'arrivent pas à interagir en classe parce qu'ils ont peur ou ils se sentent pas à l'aise de parler devant le public. Et il peut les aider aussi dans ce sens-là à interagir avec eux-mêmes, en fait, là, pour pouvoir améliorer leurs connaissances. Donc, ici, je pense que, excusez-moi, je pense, j'ai une slide. Un instant, là. Je pense que j'ai raté un petit truc. J'arrive. C'est ça, je pense. Je sais pas où je l'ai mis finalement, là. Désolé. Pourquoi il n'apparaît pas? C'est pas... Il doit être caché quelque part. Donnez-moi une minute, là, je vais ajouter ça parce que je n'arrive pas à le voir sur le slide. OK?
Est-ce que vous voyez mon écran toujours? Non. Un instant, là. Ça va maintenant? Vous voyez mon écran, hein, c'est ça? Ok, désolé, j'avais pas vu je ne trouvais plus ce tableau-là. En fait, ça, c'est la contribution de l'AI dans l'éducation avec les différents grands points, par exemple, la prédiction par rapport aux cours, par rapport aux étudiants, quels sont ceux la capacité de rétention et ceux qui abandonnent, euh, euh, quelles sont euh, les réalisations académiques des étudiants, la classification, tout ça. Euh, on a aussi comment on personnalise, on adapte les systèmes de personnalisation, c'est-à-dire dans le contexte de contenu de cours, de recommandations de contenu personnalisé, euh, permettre aussi de supporter les professeurs ou en tout cas les enseignants dans pour leur outil d'enseignement et de design. So, on en a beaucoup là, on en a beaucoup de points où l'AI contribue vraiment, et puis aussi même à l'évaluation de l'étudiant, c'est-à-dire que la notation automatique, le feedback, comme je le disais tantôt, etc. Ça facilite aussi la collaboration. L'AI permet de faciliter la collaboration entre les apprenants aussi. Donc, ça permet de donner, de faire un diagnostic des forces des étudiants et puis aussi des différences entre les étudiants pour voir quel est le gap qu'on peut combler. Donc, je vais rapidement, comme le temps ne nous permet pas, là, je ne vais pas trop m'attabler sur d'autres outils. Je vais juste parler rapidement de ChatGPT. Je pense que tout le monde, je ne sais pas, mais tout le monde en a entendu parler de ChatGPT. Le développement des compétences de l'étudiant au XXIe siècle. Je n'entends pas. Vous avez posé une question? Allô? Ah non, je pense que c'était une erreur. Ah, OK. Donc, je disais que de nos jours, avec l'émergence de ChatGPT, qui est en tout cas Generative AI, là, qui a été lancé en novembre 2022, où ça fait le buzz de toute la planète euh, technologique AI. Euh, ça, c'est un outil que beaucoup de gens utilisent, hein. Actuellement, c'est le fan, tout le monde va sur ChatGPT, puis poser une question à ChatGPT, puis avoir des réponses. Tu peux même aller, je n'ai pas le temps, sinon j'allais vous faire un petit démo de ChatGPT, mais je pense que chacun peut aller sur Internet et puis utiliser ChatGPT pour voir ce que ça donne comme réponse. Mais les
ça permet de générer des réponses, ça permet de brainstormer, ça permet de créer une communication, de répondre à des emails, ainsi de suite, même de créer des contenus de marketing, de traduire des textes d'un langage à un autre, d'une langue à une autre, mais euh, définitivement, le problème de ChatGPT, c'est le contenu ou les réponses, en fait. De toute façon, comme tout outil d'AI, on lui donne, on feed la machine de quelque chose, de contenu, et puis la machine se traîne, en tout cas, s'entraîne pour donner un résultat après. Donc, euh, Generative AI va plus loin en régénérant des contenus basés sur les contenus qu'il a reçus. Mais cette génération de contenu, souvent, on se retrouve avec des contenus, on ne sait pas si c'est des bons contenus, est-ce que c'est accurate, est-ce que c'est précis, est-ce que c'est vérifié par quelqu'un, est-ce que ça a été passé à la loupe, on n'en sait rien. C'est ça la partie, les détracteurs de ChatGPT, c'est là où ils viennent pour dire, ben, oui, c'est bien beau de dire ChatGPT, donne-moi ci, ChatGPT, donne-moi ça, mais est-ce que ce que ChatGPT me donne, je suis capable de distinguer le vrai du faux? Je lisais un article la semaine passée, et puis l'auteur de cet article disait, c'est un académique, c'est un professeur d'université en fait, non? Il était en train de, il voulait tester ChatGPT en fait. Donc, il a commencé avec ChatGPT. Il a dit, bon, ben, ChatGPT, peux-tu me donner, est-ce qu'il y a un traitement pour le cancer? ChatGPT a répondu. Après, il va plus loin pour dire, euh, est-ce que, il a dit les réponses, il n'était pas content des réponses parce qu'en tant que professeur, il s'y connaît un peu. Mais il est allé plus loin avec d'autres questions qui ont suscité d'autres réponses qui ont suscité d'autres questions, ainsi de suite. Ma conclusion, pour lui, c'est pas les réponses de ChatGPT qui l'ont intéressé, mais c'est la curiosité derrière, en fait, qu'est-ce que les réponses de ChatGPT ont suscité en lui. C'est-à-dire qu'il est arrivé après à formuler une question de recherche après avoir utilisé ChatGPT justement sur le cancer, sur le traitement du cancer, en formulant donc une hypothèse très, très claire de recherche. Et il a travaillé sur cet article, il a soumis cet article et ça a été publié dans un grand journal. Son témoignage, c'était pour dire que oui, ChatGPT, il y a des détracteurs de ChatGPT, mais il faut aller au-delà de ça, il faut aller plus loin pour dire que ça te donne des réponses. Ne prends pas ça pour argent comptant, mais ça doit susciter en toi aussi des interrogations qui te permettent en bout de ligne de tirer le maximum de ces outils ou de cet outil-là. Donc, même tout dernièrement, je pense que Google aussi a eu un petit problème aussi avec ça. Leur CEO a même été interpellé parce que leur outil dans leur outil GPT avait créé un biais. Ils appellent ça ils pensent que ils font exprès pour mettre des biais dans les algorithmes, justement, par exemple, pour la génération d'images. Ils vont dire peut-être que les gens génèrent plus d'images blancs que de noirs. Ça crée tous ces petits trucs-là qu'on verra plus tard dans les, dans les, dans les, dans les gens qui sont un peu plus préoccupés, dans les préoccupations des uns et des autres en ce qui concerne ces outils-là. Donc, il y a pas mal d'outils, par exemple, Copilot ou GitHub Copilot qui permet d'aider les développeurs informatiques de faire du code, de faire un refactoring de code, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les gens utilisent ces outils-là pour pouvoir vraiment créer de nouvelles contenus, même dans l'art, créer des images, générer des images, même dans la construction, je veux dire, dans l'architecture des constructions, ça permet aux gens d'avoir plus d'images où ils peuvent innover, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quelles sont les préoccupations des uns et des autres par rapport à l'introduction de l'IA
dans les universités ou les écoles. Les gens se sont posés un certain nombre de questions. Par exemple, comment tu peux savoir qu'un étudiant il a utilisé AI dans son devoir de maison ou quelque chose de ce genre-là? Oui, il y a des outils pour le détecter. Et même si tu arrives à les détecter, est-ce que tu as le droit de détecter, d'utiliser ces outils-là pour détecter ça? Et même si tu as le droit d'utiliser ça, comment tu vas approcher l'étudiant pour lui faire comprendre que euh, il a, il a, il a, il a, il a triché en fait. Il a triché. Donc, ça pose tous ces problèmes aussi, cette problématique de plagiat et autres. Puisque tu utilises un outil, tu ne sais même pas les sources. Souvent, ils mettent les sources en vrac comme ça. Mais dans ChatGPT, mais c'est sûr que ça pose un problème éthique ici dans l'éducation aussi. Là. Euh, donc ici, comme je le disais, les préoccupations peuvent être aussi une malhonnêteté intellectuelle, une malhonnêteté académique. Donc, on a ici aux États-Unis un certain nombre d'universités, je ne citer que deux, mais beaucoup d'écoles publiques ou universités ont banni AI, les chatbots AI sur leur campus parce qu'ils pensent que ça va réduire un peu la créativité et puis ce n'est pas, euh, c'est difficile, ça va amener la triche, ça va amener beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes euh, pour, euh, pour euh, les recherches ou quelque chose de ce genre-là pour l'université. Donc, ils pensent qu'ils ne vont pas aller vers AI. Même ma compagnie où je travaille actuellement, et pour ChatGPT, l'année passée, au début, ils ont sorti une note pour dire non, pas de ChatGPT dans l'entreprise. Ben, c'est une entreprise financière, donc ils ont peur de donner leurs données qui sera réutilisée pour recréer d'autres données, ainsi de suite. Il y a des problématiques liées à la sécurité des données que les gens quoi qu'on dise, si tu prends ton code, tu mets, le code est là-bas, tu prends beaucoup de choses, tu mets, pour toi, tu veux chercher une réponse, mais tu es en train de filer la machine, tu es en train de nourrir la machine de données que la machine garde, ou en tout cas que OpenAI, qui est le provider, qui est celui qui a créé, la compagnie qui a créé ChatGPT avec elle. Les chatbots aussi génèrent euh, une information qui n'est pas accurate, là, qui n'est pas précise, qui n'est pas vérifiée par quelqu'un. Donc ça amène la misinformation, la mésinformation, c'est ça on dit? La misinformation, voilà. Euh, donc tout ça, les gens en tout cas ont un peu peur pour y aller. Mais pour moi, pour conclure donc sur le sujet, pour moi, ça c'est mon point de vue. Et vous pouvez avoir un autre point de vue, mais ces outils-là sont là pour rester parce que de nos jours, tout le monde utilise euh, euh, les outils. On est en pleine technologie et tout est technologique actuellement. Tout est connecté, tout est AI. Donc, dire que l'étudiant ne va pas l'utiliser, j'ai vu même un article hier ou avant-hier qui donnait des pourcentages sur un survey qu'ils avaient fait, là, une enquête qu'ils avaient fait auprès des étudiants. Ils disent que 53% ont dit qu'ils utilisent ChatGPT, en tout cas, les AI, pour pouvoir faire leurs devoirs. Il y en a même qui utilisent ChatGPT pour passer des examens. J'ai vu ça l'autre jour, qui passaient des examens en ligne, tu vois. Donc, ce que moi je retiens de ce thème-là, l'étudiant du 21e siècle, qu'il le veuille ou non, il fait face au changement très rapide de la technologie, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle et autres, c'est-à-dire tout ce qui est génératif AI qu'on vit actuellement avec ChatGPT et autres. Donc, moi, je pense qu'il faut introduire
l'utilisation de ces technologies. Il faut enseigner à l'étudiant l'utilisation de ces technologies-là et non dire qu'on va les bannir. On va bannir son utilisation parce que dans tous les cas, on a des pour, on a aussi des contre. C'est-à-dire qu'on a des avantages d'utiliser ces outils-là. On a des inconvénients pour les utiliser. Mais en enseignant à l'étudiant comment les utiliser, quelles sont les limitations les limites du moins de ces outils-là, ça permet à l'étudiant de faire un peu la part des choses dans sa recherche ou dans son acquisition de compétences ou dans son développement de compétences. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas en faire un sujet tabou dans les universités. Il faut y aller, mais il faut préparer les étudiants. Il faut mettre même un cours spécifique de ces outils-là dans le curriculum, pour pouvoir leur permettre d'apprendre tout ce qui est biais, tout ce qui est sécurité lié à ces outils-là, tout ce qui est limite de ces outils-là pour leur permettre de tirer le meilleur de ces outils-là. Donc, merci. Voilà, si vous avez quelques questions, parce que j'ai une réunion dans quelques minutes, là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez y aller, là. Une réunion peut-être dans 7 minutes, mais je peux prendre quelques questions. Ok, merci. Je vous entends plus, hein. Je ne sais pas si... Oui, j'essaie d'éviter les échos. Ah, ok, Donc, ok. on est dans une salle à l'université, donc il y a des échos. Ok. Donc, pour ceux qui poser des questions, n'hésitez pas à lever la main très rapidement. Vous savez que le docteur n'a pas le temps aujourd'hui. Donc, on vous attend. Et aussi, dans le chat, vous pouvez le faire. Idrissa, allez-y. Ok, bonjour, on remercie avant tout docteur Bandé qui nous a fait une conférence sur les outils IA. Alors, moi, j'avais deux questions. La première question c'est comment l'ancienne génération peut utiliser les outils IA pour ne pas créer un conflit générationnel, vu que c'est la dernière génération qui est de l'actualité avec les outils IA. Comment l'ancienne génération peut s'adapter pour ne pas créer un conflit générationnel? La deuxième question est de savoir comment pouvons-nous s'adapter à l'outil d'intelligence artificielle qui, qui aujourd'hui, même, il suffit d'avoir l'Internet pour être un expert partout et en même temps ne rien connaître. Comment, ça dit l'expérience, on peut avoir l'expérience et en même temps utiliser les outils IA. Je m'explique peut-être si la question est un peu ambiguë. Par exemple, si moi j'utilise l'intelligence artificielle, par exemple ChatGPT tout de suite, il n'y a pas un sujet que je ne peux pas traiter. Mais sans ma machine, je suis bleu partout. Comment on peut pouvoir s'adapter à ça? Merci. Ok, merci Idrissa, je ne sais pas votre nom de famille, mais Idrissa, merci. Pour la première question, je pense que le thème lui-même nous dit, on a dit l'étudiant du XXIe siècle, mais moi je vais plus généraliser pour dire le développement des compétences. Ok? Comment l'IA lui-même doit permettre cette génération l'ancienne, ce qu'on appelle l'ancienne génération, qui a l'habitude d'enseigner ou qui a l'habitude de donner des connaissances pas en utilisant ces outils. Ok? Donc pour moi, ces mêmes personnes-là ne doivent pas avoir peur de s'auto-former. Ils ne doivent même pas avoir peur d'utiliser ces outils-là pour eux-mêmes comprendre ces outils-là d'abord, ok? Pour pouvoir créer les gaps, pour pouvoir combler les gaps. Sinon,
la machine est partie, le train est parti, c'est sûr. Le train va tellement vite que s'ils ne s'y mettent pas, franchement, je ne vois pas de solution s'ils ne s'y mettent pas. Même s'ils ne s'y mettent pas, je pense qu'ils continuent d'enseigner. S'ils continuent d'enseigner, les, les élèves eux-mêmes vont susciter ce besoin de s'auto-former ou ce besoin d'aller vers la technologie parce que ils ne pourront pas faire face aux questions des étudiants. C'est un étudiant qui utilise AI ou qui utilise les technologies qui viennent dans ton cours. Si toi-même tu n'as pas ces technologies ou tu ne les utilises pas, ou en tout cas tu es toujours dans l'ancienne méthode, je ne dis pas que l'ancienne méthode n'est pas bonne. Je ne sais pas de comparer les générations, mais je dis simplement que euh, ces étudiants-là vont très très vite et si tu ne suis pas le train, tu risques d'être ridicule toi-même devant ces étudiants-là pour répondre à un certain nombre de questions. Donc, pour la deuxième, euh, pour la deuxième question, c'était... OK. La deuxième question était de savoir comment nous pouvons s'adapter à Ouais, l'intelligence artificielle aujourd'hui, vu que ouais, ouais. actuellement, tu peux ne rien connaître Oui, oui, et oui, oui, avec c'est l'outil, vrai. tu es un expert partout. Merci, Voilà. merci. OK, donc comment on peut s'adapter? C'est sûr que euh, d'abord, je vais partir des entreprises. Tu vois, les entreprises veulent se rassurer que pour recruter quelqu'un, ça c'est les entreprises, hein, d'une façon générale d'abord. Je vais revenir à ta question, mais je te donne l'exemple des entreprises. Le recrutement des entreprises et la formation permettent aux entreprises de s'assurer que quand ils recrutent quelqu'un, il peut faire le travail dont ils ont besoin. Right? Même si l'entreprise leur fournit une technologie après, mais les compétences intrinsèques qui sont les compétences du métier, l'entreprise s'assure que tu as ces compétences-là. Mettons ça de côté, revenons du fait que quelqu'un, ChatGPT, connaît tout, c'est ça. C'est bon, tu connais tout, ChatGPT, mais tu vas appliquer ça quelque part, c'est sûr. Pour pouvoir dire que je suis expert d'un domaine, oui, ChatGPT me donne les réponses, ben, tu auras un jour à faire une présentation, tu auras un jour à, à être confronté à un projet où tu dois présenter le projet, parce que quelqu'un qui va dans ChatGPT, qui te donne les réponses, ne peut pas être aussi à l'aise que quelqu'un qui a cette connaissance, mais qui va juste susciter de la curiosité avec ChatGPT ou utiliser ChatGPT pour pouvoir combler un certain nombre de lacunes ou améliorer sa connaissance. Ça, c'est différent. On peut le savoir, on peut le savoir très rapidement de toute façon. Il y a un professeur d'université qui disait que, comme je lui posais la question de savoir, même si tu détectes qu'un étudiant a fraudé, parce qu'il a utilisé ChatGPT pour faire son devoir, si tu l'appelles, tu peux l'appeler, par exemple, ça c'est pour les élèves, hein. Je ne parle pas des experts qui sont nés de ChatGPT, qui sont autoproclamés de ChatGPT. Je parle des étudiants ici pour faire la nuance. Vous verrez un peu la nuance par rapport à ça. Euh, pour les, pour l'étudiant qui a fraudé parce qu'il a utilisé ChatGPT, let's say tu l'appelles dans ton bureau en tant qu'enseignant. Right? OK. Voilà, tu lui reposes les mêmes questions. Tout de suite, il va savoir qu'il va pas donner les mêmes réponses parce qu'il a fait ce chat GPT qu'il lui a donné. Il ne peut pas mémoriser toutes ces réponses-là de façon correcte. Et il ne peut pas avoir le raisonnement de quelqu'un qui a fait lui-même son devoir de A à Z et qui connaît un certain nombre de cheminements pour avoir le résultat. Juste en discussion comme ça, tu vas te rendre compte. C'est pas plus compliqué que ça dans le domaine de la personne disait que c'est pas plus compliqué que ça dans le domaine de l'éducation. Parce que lui, il était contre le fait de bannir parce que les gens se disaient, ah, mais pourquoi, comment je vais détecter, même si je détecte, comment je vais m'y prendre. Donc, c'est un exemple qu'il donnait pour dire, si quelqu'un n'est pas auteur de quelque chose, quand la personne parle, quand la personne, tu poses plus de questions poussées, la personne est tout de suite limitée. Oui, ça va créer des experts qui n'en sont pas un, mais au bout d'un certain moment, ils vont se faire dévoiler. Pour moi, hein, le voile va tomber. Là,
Donc, ça, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si ça répond à votre question, M. Barry. OK, merci. On est conscient du temps, mais il y a Soumaïla qui a levé la main. Oui, oui, il peut y Je ne sais aller. pas si Dr. Il Brandé peut y veut aller. prendre ou on va Oui, devoir oui, arrêter maintenant. il peut y aller. OK. OK. Donc, dernière question. Badini, vas-y. Bonjour docteur, bonjour à tous. Bonjour, Et je Badini. suis Badini Soumaïla, je suis étudiant en droit. J'ai une question concernant les IA génératives. J'ai eu Ouais. plus ou moins utilisé quelques-uns pour mes recherches spécifiques et je suis plus ou moins satisfait, mais ma préoccupation concerne les droits qui est un peu mon domaine d'étude. Ouais. Sur la plupart des prompts que j'ai fait concernant le droit, franchement, je ne suis pas du tout satisfait des résultats qu'ils donnent. Oui. Et j'aimerais savoir s'il y a des IA spécifiques au droit ou s'il y a des professionnels du droit qui ont eu à écrire des écrits sur ça. Puisque, et de mon expérience, c'est vrai que je n'ai pas utilisé ça beaucoup, mais ce que j'ai vu, c'est que pour l'étudiant moyen en droit, et il ne voit pas en quoi ces IA, à moins qu'il y aurait une évolution exponentielle dans l'avenir, ces IA pourraient contribuer et, de manière significative dans son domaine d'études qu'est le droit, vu que c'est un domaine qui fait beaucoup plus attention aux détails. Il y a une certaine rigueur concernant la lexique et la manière, la méthodologie de raisonnement et autres. Merci. Oui, bien sûr, merci. En fait, de toute façon, il faut regarder ta question sur plusieurs points. OK? Premièrement, tu peux utiliser l'outil AI, Generative AI. OK? Juste comme je le disais, l'exemple de ce professeur-là qu'il a utilisé, mais il connaît son domaine. OK? Ça lui permet ça lui permet à lui-même de susciter, ça lui permet de susciter en lui des questionnements. OK? Ça peut même aboutir à un sujet de recherche. OK? Bref. Mais la méthodologie actuellement dans ChatGPT peut aussi t'aider à mieux écrire une dissertation, mieux écrire ton texte, juste mieux écrire la correction grammaticale ou autre. Donc, il ne faut pas juste voir que mon droit il est spécifique ou je suis dans la médecine ou je suis dans ci. Il faut voir qu'est-ce que l'outil peut m'apporter, d'accord? Ce n'est pas l'outil n'est pas destiné à X ou à Y ou à Z. Mais l'outil est destiné à tout le monde, mais il faut savoir dans l'outil qu'est-ce que je cherche à utiliser dans l'outil. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Ensuite, oui, le droit, il est spécifique, le droit, c'est truc. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée, je pense que l'année passée ou quand est-ce ici aux États-Unis. Il y a un avocat qui allait à un case, qui allait défendre un client et il a utilisé ChatGPT justement pour créer ces cases. OK? Et pour amener des exemples de cas qui se sont passés dans le temps et qui permettent d'étayer sa défense. OK? Après, ils se sont rendus compte, les jurés, en tout cas, les jurys ou les jurés, comment vous l'appelez, je ne suis pas un professionnel du droit, sont allés faire des fouilles dans les bases de données, puisque les bases de données existent dans le droit, vous savez très bien, dans tout domaine en informatique, les bases de données existent, surtout en droit, même les bases de données, tous les cas existent en droit. Des cas existent qui ont eu lieu et puis des témoins qui ont parlé le cas. Donc, ils sont allés fouiller dans ces bases, ils n'ont pas trouvé les cases. Ça veut dire que ici, l'outil ChatGPT a généré un cas qui n'existait même pas et le gars, il a utilisé ça pour pouvoir défendre son client. Donc, c'est pour dire que ça dépend de ce que tu recherches dans l'outil et ça dépend, tu peux même pas tu peux juste, puisque tu es un étudiant en droit, tu peux faire des recherches après, mais tu écris un article. Je veux juste corriger mon article, le mettre en forme. Tu peux utiliser un outil AI pour le faire. Je n'ai pas besoin de dire, je veux que AI me donne une réponse. Je peux dire à AI, donne-moi les articles actuellement sur
mon sujet, tu vois, les 10 meilleurs articles, il va te donner, il va te citer des 10, et puis tu vas aller les chercher, tu vas lire, et puis ça te permet d'aller plus vite quand même. Par rapport à si toi, tu t'assois sur Google, tu commences à chercher de gauche à droite, qu'est-ce que tu vas lire? Parce qu'il a accès à plus d'informations, mais c'est comme je l'ai dit, encore une fois, il faut savoir comment utiliser l'outil. C'est ça le point. C'est qu'est-ce que tu recherches dans l'outil, comment je peux utiliser l'outil. C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, oui, exactement, ça répond à la question. Merci. Merci. OK. Alors, je suppose que c'est bon pour les... Je vois une question en bas en Bon, la chat. question. Peut-on avoir des références pour quelqu'un qui veut comprendre l'IA? Alors, on va peut-être donner cette question-là au docteur Bandé et lui permettre de nous faire, de nous donner le mot de la fin en même temps pour qu'il puisse aller à sa réunion. Voilà, donc, docteur Bandé, mot de la fin. Oui, ben, on peut avoir les références pour quelqu'un, bah, les références pour quelqu'un qui peut faire de l'IA. Euh, les références, j'ai pas compris trop qu'est-ce que tu appelles les références. Est-ce que tu veux des références euh, d'articles, tu veux les références d'outils ou tu veux les références de cours? Quoi la personne a écrit? Ok, peux-tu laisser si ça te dérange pas, peux-tu me laisser ton, ton email? Je vais te donner des références d'outils, d'articles, de formation. Puis je peux pas te donner ça là. Ok, c'est bon. Je t'envoie ça en mail, en off après, ok? Pas de problème. Ah, merci. Je vais noter ça et puis t'envoyer ça après. Sans problème. C'est bon? Voilà. Oui, c'est bon. Et merci à, à tous. On a commencé un peu en retard, donc on a un peu débordé, mais c'est pas grave. On fait avec les, 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 la sonabelle du moment, comme on le dit. Il n'y a pas de problème. Ouais. OK, donc en tout cas, merci pour le temps que vous avez accordé. On est sûr d'avoir toujours Dr. Bandré. Il est vraiment disponible pour partager sa connaissance et tout ça. Donc, merci encore et merci aux participants. Il y en a dans la salle, et il y en a aussi en ligne. Donc, merci à vous OK. tous. OK. Et on va aller arrêter pour l'instant, faire une pause, en tout cas en ligne, et se retrouver à 15 heures pour la suite, disons à 16 heures même pour la suite euh, de cette, euh, de cette conférence de Sénat. Donc, merci encore. Donc, au revoir. OK, je vais laisser mes coordonnées, parce que c'est des gens qui me demandent, là. Je vais laisser, Ah oui, euh, oui, coordonnées du docteur Bandé. je vais les mettre ici. Là, on pourra. Super. Voilà. Et aussi, peut-être ce qu'on va faire, je vais le prendre et peut-être mettre le lien du compte LinkedIn du docteur OK. Bandé pour ceux Oui, oui, qui oui, veulent. oui. Oui, oui, oui. Vous pouvez mettre ça aussi, il n'y a pas de problème. Ah, On pourra se connecter sur LinkedIn, c'est vrai. C'est OK, sûr. super. Super. Merci. Voilà. Donc, merci encore et puis bon repos. Nous, on reste sur place pour continuer à discuter. Non, moi, je dois travailler. Il est 8 heures ici. Je dois travailler, Voilà. donc. Voilà. Donc, on est pas parti et puis nous, on va continuer. C'est Voilà. ça. Merci Bon, encore. bon fin de séminaire. Et puis, en tout cas, c'est très bien ce genre de semaine là sur les technologies. Ça permet aux gens d'être informés. Même si c'est juste l'information, ça permet aux gens d'être informés. Puis bon, ben, on a des experts partout, hein. On a des PhD à travers le monde, même au Burkina, qui peuvent venir contribuer. En tout cas, je remercie le comité d'organisation
pour ça. Et puis, bravo vraiment pour ce genre d'initiative-là qui permettent d'éclairer les gens parce que les technologies, c'est bien, mais il faut savoir éclairer les gens et puis savoir donner les limites de ces technologies-là pour qu'ils les utilisent à bon escient. C'est ça c'est ça que les gens doivent retenir en bout de ligne, quoi. En tout Super, cas, super. bon fin de séminaire, puis je vous remercie.